Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet dont j'ai parlé sur les réseaux sociaux et j'ai eu beaucoup de retours. Donc je me suis dit qu'en vous parlant de ça, ça serait peut-être un peu plus fluide en fait dans la compréhension de pourquoi le sujet de l'argent vient aussi toucher au système nerveux et à notre capacité à être en paix à l'intérieur de soi. Ce qui est tout à fait normal puisque l'argent vient toucher à nos besoins fondamentaux. Comment ça se passe au niveau de l'inconscient, notre rapport à l'argent? Comment on peut le faire évoluer ou le transformer au niveau de notre état de stress, là où ça en est aujourd'hui? Et comment on peut venir changer de perception? Alors moi, c'est ça que j'adore faire en fait, c'est essayer de regarder ça de manière différente. Mais pour pouvoir le regarder de manière différente, toujours est-il qu'il faut que je sois aussi capable de regarder mes propres conditionnements à ce sujet-là. Et c'est ce que je trouve tout à fait fascinant. Ça demande aussi un certain élan parce que si je viens déconstruire mon propre rapport à l'argent, ça réveille aussi une peur à l'intérieur de soi de sortir du clan. Et le clan, ça peut être notre environnement familial ou la société. Il y a comme une peur d'être à l'écart en fait si je viens déconstruire mon rapport à l'argent. Et je vais vous donner plusieurs exemples de comment c'est possible. Parce qu'évidemment, ça ne veut pas dire aller vivre dans la forêt, avoir un détachement spirituel de l'argent qui est l'argent ne fait pas le bonheur. Moi, je suis pas du tout là-dedans en fait. Je pars du principe qu'on est fait pour être abondant et dans la richesse, en tout cas dans le bien-être et qu'on ressent dans le corps, effectivement, à partir du moment où on se sent bien dans notre vie. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir des sensations de manque aussi parfois. Déjà, ce qui est intéressant à regarder, c'est dans quel environnement j'ai grandi. Parce que un enfant en soi n'a aucune notion de l'argent, ne sait pas ce que c'est, ne sait pas à quoi ça sert. Et donc, comment moi j'ai été éduquée à ce niveau, à ce sujet-là? Quelles sont les phrases que j'ai le plus entendues? Et quelle était la vision de l'argent dans l'environnement d'où je viens? Et ici, c'est super intéressant de voir comment sont perçus les gens qui ont de l'argent, comment sont perçues les ressources même de la famille. Ça peut être aussi un sentiment de culpabilité. Tiens, nous on a les moyens, nous on peut se permettre, mais pensons aux gens qui n'ont rien. Et de ce fait, la sensation de culpabilité va être forcément associée à l'argent et aux ressources et à l'abondance. Comme si à chaque fois que j'en ai beaucoup, je reçois, je ne peux pas la garder, ou je ne suis pas légitime, ou je vais penser à ceux qui n'ont rien, ou je ne m'autorise pas en fait à avoir une certaine abondance parce qu'il y a cette culpabilité-là qui vient se mettre par-dessus en fait. Il peut y avoir aussi des réflexions. Tiens, regarde, celui-là, il a une grosse bagnole. Ah bah eux, ils peuvent se le permettre. Ah bah c'est sûr que eux, vu le milieu d'où ils viennent, ils peuvent compter sur papa, maman, etc. Ça, c'est des jugements qui ne nous appartiennent pas. C'est des choses qu'on répète. Le mimétisme qu'on va répéter parce qu'on vient d'un environnement qui disait souvent ça. Et du coup, bah instinctivement, je vais aller vers des personnes en relation d'amitié ou en relation d'amour qui ont cette même vision de l'argent-là, en fait. Et je vais aller vers, souvent, le même milieu social, en fait, pour pas trop qu'il y ait d'écart dans la relation. Ou alors, à l'opposé, il peut y avoir des gens qui vont complètement dans des milieux sociaux, dans des échelles de valeurs financières à l'opposé de là d'où ils viennent, en pensant échapper à leur système familial. On retrouve le système des polarités, et dans les deux extrémités, soit je vais vers quelqu'un qui a exactement le même schéma financier que moi, dans l'inconscient, soit je vais déloger en fait ce système-là par esprit de revanche, par esprit de vouloir ne surtout pas être comme ma famille. Dans les deux cas, c'est des choses qui vont venir nous confronter en fait, parce que on le fait sans forcément de conscience. Tout cela est inconscient en fait. Dans les environnements d'où on vient, comment sont perçues les personnes qui réussissent, le succès. Et là, on peut même y ajouter la valeur homme-femme. Comment sont vues, comment sont perçues les femmes qui réussissent? Est-ce qu'elles se sont autorisées? Et ça, c'est intéressant dans la génération de nos grands-parents ou de nos parents. Soit ça peut être vu comme un grand sentiment de culpabilité, elle a réussi mais elle n'a jamais été là pour ses enfants, donc le travail va être assimilé à une perte de relation, et donc il va y avoir une grande peur ici qui est logée dans le travail égale avoir de l'argent, mais égale aussi être absent de sa famille. Et ici on va retrouver les blessures d'abandon qui viennent s'accrocher à notre propre relation avec l'argent en fait. On va faire rentrer l'argent dans un schéma de c'est la faute de l'argent en fait, si je me sens abandonnée, si je me sens rejetée, etc.
Comment sont perçues les personnes qui réussissent aussi par rapport au reste de leur famille. Il peut y avoir beaucoup de jalousie dans certains espaces. Comment la personne qui réussit est en rapport avec elle-même et en rapport avec son propre argent. Est-ce qu'il y a de la honte ici? Est-ce qu'il y a plutôt du contentement ou encore une fois de la rébellion? Moi j'ai réussi, je suis le seul de ma famille qui a réussi, comme si c'était une force et qu'il fallait rester là-dedans dans une énergie très yang en fait, de la force du combat en fait, du vaillant, du survivant. On est encore dans une énergie de survie, et ce qui fait que dans tous les cas, dans tous ces schémas-là, le système nerveux est resserré à l'intérieur et il n'y a pas cette ouverture de tous les possibles et de toutes les visions de l'argent qui sont possibles. Et à cela, j'associe l'argent donc à la vision du travail, mais aussi à la vision du plaisir. Comment je dépense mon argent, comment je me fais plaisir, comment je relationne avec cette idée d'abondance. Est-ce que pour moi c'est mal vu quelqu'un qui a envie de s'acheter une grosse voiture, ou est-ce que je vais plutôt avoir des élans d'achat plutôt minimalistes? Comment je dépense mon argent? Est-ce que je vais acheter peu mais je vais acheter de qualité, ou est-ce que j'ai plutôt envie d'avoir de la quantité? Parce que moi ça me plaît d'avoir beaucoup d'affaires. Là encore il n'y a pas de bien mal, mais c'est intéressant de voir comment en fait déjà de base aujourd'hui je dépense mon argent. Quel objet je vais avoir tendance à plus acheter que d'autres, dans quel domaine je vais dépenser plus d'argent qu'un autre. Et ici, c'est important de regarder ça avec beaucoup de douceur et de vulnérabilité et juste observer en fait comment ça se passe dans ma vie aujourd'hui. Si je me retrouve sans travail ou si je n'ai pas de revenus d'argent, qu'est-ce qui se passe dans mon corps en fait? Quelle est ma plus grande peur et qu'est-ce que ça vient provoquer en moi comme sentiment de stress? Et ça, c'est super intéressant parce que ça veut dire que même s'il y a des périodes de nos vies où on se sent plutôt bien, il y a une dépendance en fait à l'argent dans mon bien-être intérieur. Parce que ça veut dire que si j'en ai plus, je rentre dans un état de stress qui peut être assez intense. Et là encore, je reviens sur l'idée du lâcher-prise dont j'ai parlé dans ma dernière newsletter. Il peut y avoir beaucoup de lâcher-prise dans le fait de ok, maintenant que je comprends comment je fonctionne. Et par exemple, si je suis pris dans un travail qui ne me plaît pas, est-ce que je vais avoir l'habitude de rester dans cet endroit-là parce que c'est ma seule ressource financière? On peut voir qu'en agrandissant et en apaisant le système nerveux, cette dépendance à l'argent se décroche. C'est-à-dire qu'il y a comme un sentiment de confiance qui s'installe et d'autorisation intérieure à se dire ok, financièrement je ne sais pas où je vais. Je rentre dans un certain schéma qui ne correspond à rien de ce que je connais, c'est l'inconnu total. Donc évidemment que ça fait peur et qu'il peut y avoir beaucoup de résistance. Mais si par exemple je suis dans un environnement qui ne me plaît plus et que l'argent peut être un support d'obligation à rester et donc à se forcer et donc du coup à devenir victime de cette violence que je suis en train de vivre et de m'infliger, qu'est-ce que ça ferait si je m'autorisais à être un an au chômage en fait? Et là on rentre dans un tout autre processus de perception qui va faire entrer en compte le regard des autres, comment je perçois moi-même quelqu'un qui est au chômage ou au RSA. Est-ce que j'ai des jugements sur les gens qui ne travaillent pas? Quelle est ma perception en fait de ces profils-là qui sont différents du mien et de leur fonctionnement? Est-ce que je peux avoir entendu ou répété des phrases ou même avoir moi-même un propre jugement en trouvant ça complètement injuste, qu'il y ait des gens qui reçoivent de l'argent alors que moi je travaille pour en recevoir? Et ici on peut venir déposer à l'écrit par exemple tous les jugements que je vais avoir sur les divers profils financiers qui m'entourent. Il peut y avoir aussi des gens qui ont reçu des héritages par exemple et qui ne travaillent pas, ou des femmes qui sont mariées ou des hommes qui sont mariés à des personnes très riches et dans le couple l'autre n'a pas forcément besoin de travailler. Comment je perçois ces différents schémas-là et quels sont mes jugements? Qu'est-ce que ça vient faire dans mon système nerveux de changer une habitude qui est profondément ancrée ici? Et ici, ce que je propose souvent en séance quand le sujet de l'argent est très profondément ancré, c'est des actes psychomagiques de faire l'inverse de ce qu'on a l'habitude de faire. Par exemple, ça peut être donner un objet de valeur et voir ce que ça fait dans le corps, et on est en train de montrer à notre système nerveux et à notre inconscient que c'est ok de faire différemment et qu'il n'y a pas de danger en fait. Et plus je m'autorise à faire ça, à faire différemment, ça peut être par exemple, on a toujours dit finis ton assiette, la nourriture ça se paye et donc du coup ça coûte cher, on doit finir nos assiettes. Qu'est-ce que ça me ferait si moi, une journée, je m'autorise à jeter un plat qui est tout à fait mangeable, qui est bon, mais dans mon système nerveux, est-ce qu'il y a comme un ah non, la honte, je peux pas faire ça, ah non, il faut absolument que je le mange. Au bout d'un moment, quand on prend de la maturité émotionnelle,
et qu'on s'autorise à faire ce qu'on veut et à sortir de nos conditionnements, il n'y a pas de police en fait qui va venir nous... il n'y a personne qui va venir nous dire c'est pas bien ce que tu fais, à part nous-mêmes en fait. Et là où j'ai envie d'amener mon message, c'est à venir observer ce petit flic à l'intérieur de nous qui a tendance à dire ah non c'est mal de faire ça, mais ce petit flic là, ce n'est pas vous en fait, il répète un schéma qu'il connaît déjà. Et en répétant ce schéma qu'il connaît déjà, il va lui-même s'auto-saboter ou s'auto-empêcher parfois de réaliser un travail qu'il aime ou une destinée qu'il a envie de faire pour rester dans l'empreinte en fait de loyauté. Et le rapport à l'argent pour ça est fascinant parce qu'on vient observer que ce qu'on est en train de faire dans notre vie correspond à un schéma. Nous, on a une mémoire collective qui est assez importante et qui est ancrée aussi dans nos cellules, dans nos ancêtres et dans nos fonctionnements qui sont toujours présents dans la mémoire collective, dans le trauma collectif, du rapport à l'argent, du rapport à la réussite. Ça, c'est très important d'en parler en termes de comment je me déploie au monde, comment je m'autorise, moi, à gagner de l'argent, à dépenser mon argent et à aller du coup dans le plaisir. D'autant plus que mon rapport à l'argent est très significatif de mon rapport à moi-même et de mon rapport à ma sexualité. Parce qu'on est là, on est dans le bassin, c'est la zone de l'abondance, c'est la zone du plaisir, c'est la zone de la joie de vie, de l'énergie de vie. Et dans ce cas-là, on est en train de communiquer avec tout cet espace-là. Et on peut venir faire le lien ici de comment ça se passe moi dans mon rapport à mon corps, dans mon rapport à mon intimité et dans mon rapport à mes dépenses, mon argent, mes peurs profondes, mes hontes, mes humiliations. Ici, il va y avoir quelque chose de très énergétique qui va se passer et seul vous pouvez observer votre propre schéma en alliant toutes ces énergies-là. Et vous pouvez voir que par exemple quand on est amoureux au début d'une relation et qu'on se sent très relâché, très ouvert, bizarrement il n'y a pas de peur, il y a comme une confiance, confiance en la vie, confiance en ce qu'on est en train de vivre parce qu'on est dans un niveau énergétique un peu plus élevé qui vient du cœur et qui est très émotionnel. Et là on se sent relié en fait, et il y a comme quelque chose de plus grand qui prend de la place à l'intérieur de soi. Et vous pouvez faire la différence à des moments où vous êtes plutôt dans des phases de peur, des relations de couple qui vont pas très bien, de peur de perdre, et vous pouvez voir aussi comment dans ces moments-là vous dépensez votre argent. Est-ce que vous avez plutôt tendance à acheter les choses les moins chères au supermarché? Je fais juste une petite parenthèse aussi, quelqu'un qui a réussi et qui gagne beaucoup d'argent peut garder des réflexes en fait de dépenses, peut acheter les olives les moins chères du supermarché parce qu'il est resté dans ce système d'habitude là de j'ai pas le droit de trop profiter de ma richesse en fait, ni de trop montrer que je sois riche. Ce qui est quand même assez puissant aussi ce message là. Ne montrons pas qu'on a de l'argent. Quand c'est profondément ancré à l'intérieur de soi, il va y avoir de la peur en fait de développer notre potentiel et surtout de célébrer nos réussites et de s'autoriser à aller dans le succès. Et ça, c'est assez flagrant chez beaucoup de personnes. Vous pouvez aussi avoir par exemple des coachs très réputés qui sont entre 10 30 000 euros par mois et qui continuent d'acheter leurs vêtements sur Vinted parce qu'il y a toujours ce sentiment de je fais une bonne affaire. Je fais une bonne affaire, donc je suis gagnant dans l'histoire. Quelque chose qui va revenir toucher aux mémoires de colonisation en fait. Je veux être le meilleur, je veux gagner et je veux être supérieur dans cette histoire et donc je veux faire une bonne affaire. C'est-à-dire que quel que soit mon revenu par mois, il peut y avoir aussi ce sentiment de je veux gagner. On peut souvent entendre les impôts, c'est des voleurs, on se fait voler, etc. Alors que par exemple dans d'autres pays, on entend souvent qu'est-ce que vous avez de la chance en France, votre système de santé est incroyable, toutes les aides financières que vous avez, c'est incroyable. Et ici, on peut venir nous-mêmes jouer avec nos propres jugements. Tiens, qu'est-ce que je suis en train de penser des impôts en fait? Est-ce que je sens qu'on me vole? Ou qu'est-ce que ça me ferait dans le corps, dans mon système nerveux, si pendant une journée, je me disais, mais quelle chance j'ai de participer à payer ces impôts pour vivre dans un pays aussi beau. Bon là, on a envie d'éclater de rire, c'est clair, parce que ça paraît complètement paradoxal. Et en même temps, pourquoi pas? Pourquoi pas venir se dire, bah oui, je suis fière de payer des impôts parce que je suis fière de rouler sur des belles routes. Je suis fière de... Bon, j'exagère, évidemment, j'exagère à fond, parce que c'est sûr que les autoroutes sont hyper chères. Mais c'est encore un jugement. C'est encore quelque chose que je viens créer à l'intérieur de moi. La tension que je viens créer de râler contre les prix, contre le fait de me sentir volée. Et ça vient créer des zones à l'intérieur de moi où je ne me sens pas légitime de m'autoriser à vivre et à me déployer.
Parce que quelqu'un qui a 50 000 euros par mois, bon, le prix des autoroutes, c'est le dernier de ses soucis. Il ne va pas avoir ce jugement-là, en fait, ni sur le prix des choses, parce qu'il va être dans un système de pensée d'abondance. Il sait que l'argent va continuer à venir. Donc, quelle que soit la manière dont il le dépense, l'argent continuera de venir. Et donc, en intégrant cette sensation que l'abondance, quoi qu'il arrive, continue à venir et à circuler, on est vraiment dans une énergie de circulation et on retrouve en fait le mouvement dans le bassin, le mouvement de vie, le mouvement de la sexualité. Et si je laisse circuler en moi cette énergie de joie, cette énergie de vie et cette énergie de déploiement, comme quand je suis amoureux au début d'une relation, et que j'ai une confiance absolue en la circulation de l'abondance, bah là c'est sûr que râler contre les autoroutes, c'est le dernier de mes soucis en fait. Je vais plutôt être en train de me dire génial, je prends l'autoroute pour aller à tel endroit, et on rentre dans un système de pensée punitif, un système de pensée positif. Petit lapsus qui est très intéressant. Parce que justement, j'étais en train de me dire, évidemment, dans le développement personnel, on va être pensée positive à fond, il faut faire des mantras positifs, se dire des phrases positives avant de se coucher. Sauf que là, on n'est pas du tout dans une énergie de se forcer à se dire des phrases positives, mais de venir jouer avec le système nerveux dans tiens, si j'étais dans un système d'abondance, si j'ai envie d'avoir telle somme par mois, alors évidemment, tout le monde, souvent j'entends ah non, mais moi je veux 10 000, moi je veux 100 000 par mois. Mais si je suis vraiment sincère avec moi, plus j'ai d'argent, plus j'ai des responsabilités et plus j'ai des obligations aussi. Donc est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Et si je suis vraiment sincère avec moi-même, quelle est la somme que j'ai envie de recevoir si j'y vais petit à petit, si je grimpe les échelons à petite échelle? Et au même rythme en fait que mon système nerveux se déploie pour avoir la capacité de recevoir en fait une grande somme. Il va y avoir un malentendu, pour moi en tout cas, je trouve, dans la spiritualité et dans le développement personnel, quand on dit se détacher de la valeur de l'argent, rentrer dans le minimalisme, se détacher de l'objet. Pour moi, c'est des choses qui se font complètement naturellement quand je reviens dans mon corps, quand je m'autorise à aller dans le plaisir et quand je régule mon système nerveux. Mais si j'essaie de le contrôler, ça marche absolument pas. Si j'essaie de contrôler mes dépenses, si j'essaie de changer moi-même mon système, ça ne fonctionne pas, c'est pas l'idée en fait. L'idée c'est de faire entrer ici une énergie de jeu, une énergie de curiosité, une énergie d'auto-observation et ouvrir des espaces en moi que je suis prêt à ouvrir. C'est pas la peine de se dire oui, mais moi je viens d'une famille d'écolo et donc de rentrer dans une espèce de colère, c'est la faute de ma famille si je suis comme ça. C'est pas l'idée parce qu'on est encore en train de créer une tension dans le corps en fait en accusant l'extérieur. Mais qui je suis si je décide moi-même de prendre ma responsabilité et d'avoir la curiosité d'ouvrir ici un espace de tiens, qu'est-ce qui serait possible si je faisais différemment et sans s'imposer quoi que ce soit en fait. Mais pour moi, c'est des choses qui se font complètement naturellement en régulant son système nerveux. On voit déjà des résultats dans sa vie. Et ici, on vient toucher à notre valeur, notre estime personnelle. Moi, ma propre valeur à moi en fait. Si j'étais dans un endroit où il n'y avait pas d'argent, comment je me présenterais au monde? Qu'est-ce que je ferais? Quels sont mes dons naturels? Qu'est-ce que j'aime faire dans la vie qui ne demande aucune transaction financière et qui me remplit de joie quand même? Et c'est bien d'amener aussi, et ça me parle pour ma part, d'emmener de la douceur ici, de la vulnérabilité et de la compassion sur tous ces schémas financiers-là et toutes ces peurs et ces hontes qui peuvent être bloquées ici et de juste venir écrire, observer comment je fonctionne aujourd'hui, quelles sont mes réactions, qu'est-ce que la peur du manque provoque dans ma vie comme réaction. Un dernier exemple qui est super intéressant, c'est quand je suis dans un groupe d'amis, comment je vais partager mes dépenses ici. Il va y avoir des zones par exemple où tout le monde va faire des comptes tricomptes ou au centime près, on va se rembourser pour que tout le monde soit très juste, que la justice règne et qu'il n'y ait pas un centime d'écart. Et ça c'est très intéressant aussi dans le contrôle qu'il va y avoir dans ces espaces-là, comme si la peur revenait, la peur que l'autre m'arnaque. On rejoint l'énergie dont je parlais tout à l'heure, la peur de se faire arnaquer même avec les gens que j'aime en fait. Et ça c'est intéressant dans les familles de voir comment on fait pour acheter des cadeaux à plusieurs, comment les gens fonctionnent, quelles sont les réflexions et les remarques que je peux entendre, quel va être mon jugement, quel va être mon positionnement et moi-même comment je me présente au monde quand j'ai moins d'argent ou quand j'ai plus d'argent. En jouant ici avec les nuances d'abondance,
ce que ça vient tirer comme fil de comment je me présente au monde en fait. Est-ce que j'ai plutôt tendance à, quand j'ai peu de moyens, à continuer à faire des cadeaux, à offrir beaucoup de cadeaux à quelqu'un, comme pour combler en fait un manque dans la relation, et regarder ça avec amour et avec compassion aussi, parce que c'est un schéma de conditionnement pour se faire aimer, ce qui est totalement normal en fait, et venir jouer ici avec qu'est-ce que ça me ferait si j'arrivais à telle soirée ou j'arrivais à tel endroit sans cadeau? Qu'est-ce que ça viendrait me faire en fait de vraiment, si j'ai l'habitude de toujours arriver les mains pleines de cadeaux, de ne pas en faire. Et vous allez voir que ça fait très bizarre au début parce qu'évidemment, ça fait peur. C'est ça qu'on appelle sortir de sa zone de confort. En prenant les toutes petites habitudes qu'on a dans notre vie, vous allez voir que d'arriver à une soirée sans bouteille ou sans cadeau ou sans rien, quelle peur ça va déclencher en vous. Et vous allez pouvoir montrer à votre système nerveux que c'est possible de le faire et que peu importe la réaction de la personne en face, si c'est quelqu'un qui a toujours eu l'habitude de recevoir des cadeaux de votre part et qui vous fait une réflexion, peu importe ce qui se passe parce que vous savez que vous êtes en train de faire un acte qui est en train de ramener de la sécurité dans votre système nerveux et que vous n'allez pas mourir en fait, que ça peut arriver de sortir de sa zone de confort en se confrontant à ses habitudes du quotidien sans que ça ne change rien à la relation, déjà la relation la plus importante de vous à vous-même, à sortir du jugement que vous pouvez avoir d'être ce genre de personne qui s'autorise à venir sans rien. Je donne cet exemple, mais évidemment l'opposé marche aussi. Hein. Si je n'ai jamais fait de cadeau, tiens, bah, cette fois-ci, je vais essayer d'arriver avec un cadeau et de voir qu'est-ce que ça me fait en fait de ressentir ça. Qu'est-ce que ça me fait de pouvoir jouer un tout autre personnage que j'ai déjà l'habitude de jouer et de sortir de ma zone de confort ici et de me confronter au regard de l'autre dans cette situation-là pour d'abord sortir de mon propre jugement que j'ai par rapport à moi-même, de ne pas me sentir digne d'être aimée si je ne fais pas de cadeaux ou de ne pas être dans la peur de si je fais des cadeaux, on va me voler quelque chose et de venir voir en fait avec amour et compassion ici ce qui se passe. Voilà, je crois que je vous ai dit la plupart des choses que je voulais vous dire. J'espère qu'il y a des choses qui résonnent pour vous. N'hésitez pas à me faire des retours. Et surtout, s'il y a des éléments qui vous ont marqué, je suis disponible pour toute question dans les commentaires ou par message sur Instagram. N'hésitez pas. C'est un sujet qu'on travaille beaucoup en séance individuelle parce que là, on va voir, vous, dans votre corps, où sont logées les tensions nerveuses et on vient défaire les nœuds qui peuvent se loger ici et apporter de la légèreté et de la douceur pour que le chemin se fasse naturellement en fait vers plus d'apaisement à cet endroit-là. Donc je suis ravie de vous rencontrer et de vous retrouver chaque jour et je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt.